Paul Kagame est en déplacement, nous allons parler de ça. Il est en Europe, il va bientôt être en Allemagne, mais je vais ici vous dire que Paul Kagame demande de manière insistante à Félix Tshisekedi d'accepter qu'il a perdu et que Tshisekedi a gagné. Il demande 40-60. Il a dit, je ne suis pas là pour que nous puissions continuer un conflit éternel. De tout ce que j'ai demandé à Tshisekedi, il le sait depuis le début, qu'il me donne 40%, il garde 60%. Ouh, l'homme est au bout du rouleau. C'est pas possible. Donc l'homme de Kingakat, c'est celui qui était fort et parti après 18 ans, malgré tout ce qu'il avait comme moyen, tout ce qu'il avait déployé comme effort, il est parti. Tout ce qui arrive, Kagame croyait qu'il pouvait continuer à avoir la même mise sur lui, mais c'était une opération très risquée que les mercenaires du Rwanda avaient pris, et aujourd'hui ça paye très cash. Ils ne peuvent pas contrôler la RDC, un pays de 150 millions d'habitants, 2 345 000 km², des potentiels naturels, minéraux énormes, un pays qui est 4 fois plus grand que la France. Paul Kagame se rend compte que la mission est difficile. Une société qui est en train de se réveiller après toutes ces années de souffrance dues au fait que parmi nous, beaucoup avaient déçu, beaucoup avaient trahi, mais il y a un reste qui a gardé le flambeau allumé, qui a dit on ne va pas permettre, on ne va pas accepter de vendre notre pays à ces Tutsis rwandais. Paul Kagame exige ou demande que Félix Tshisekedi accède à ces conditions à 40%. Il n'est plus là pour chercher à tout prix qu'il puisse gagner totalement. Il dit, si Félix Tshisekedi accède à mes demandes à 40%, il garde les 60%, même si certaines choses que je demande, que je veux avoir, je ne peux pas les avoir, je vais accepter de mettre fin à la guerre. Je vais demander un cessez-le-feu immédiat et tous mes hommes vont se retirer de la RDC. Tchimbouboui Kagame Molonteka. Personne ne va sortir. Lonteka, Bakalama, Bapata. Et Boboalo. Je pouvais demander. Mais dire que tout est possible sauf ça. Si les pères du politique Kanambe, les grands-pères du M23 pleurent dans ces conditions, il dit que Tshisekedi garde 60%. J'ai besoin juste de 40%. Que la guerre s'arrête. C'est qu'il a compris qu'il n'a rien. Il ne gagne rien. C'est une façon de dire, écoutez, j'ai perdu. J'accepte. Mais trouvez-moi quelque chose. Mon pays est en difficulté. Je ne vais pas quand même le laisser comme ça. C'est le message que Kagame fait passer. Il est vagabond, errant, instable. Il venait d'assister à une conférence à Paris, une conférence sans enjeu. La conférence sur les politiques, où il n'y a aucun chef d'État, ni européen, ni asiatique, ni américain, ni africain, ni même le pays hôte de la France. Kagame était seul comme au Maroc, lors de la Coupe d'Afrique. Il s'est retrouvé dans les tribunes, seul pays président africain. Kagame vient de se retrouver en France, seul, dans une conférence qui n'a pas d'impact.
Pourquoi la solitude? Le fait qu'on ait refusé de lui donner les visas des États-Unis, ça l'a beaucoup déstabilisé. Il ne croyait pas à ça. C'est pourquoi il a parlé contre les impérialistes. C'est en réponse à ça. Si vous avez entendu à Bandi Biloba Loba, Papa Wanazal Sounaki, Metazal Soubiente, son fils est allé à New York avec les avocats, rien ne marche. Il quitte Kigali le vendredi pour se rendre à Paris, où il y a une conférence qui n'a pas d'enjeu. Aucun chef d'État, même Macron n'était pas là. Kagame se retrouve seul. De là, il est parti. Il est en Allemagne. Donc, chers amis, l'homme demande, il dit, Félix Tshisekedi n'a pas à répondre à tout, mais à toutes mes exigences. J'accepte qu'il garde 60%, qu'il me donne 40%. On termine cette affaire. Aïe, 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 aïe. Qui lui cru? Maintenant, les gens qui suivent aveuglement l'aventure de Kagame pensent qu'ils peuvent encore réussir leur plan. Vous savez, eux, ils ont toujours... Oh non, vous ne savez pas, il y a un plan. Il y a un plan. Le plan là, depuis qu'ils ont commencé, ça fait 7 ans. Kagame dit le conflit entre le gouvernement congolais et ce mouvement peut être résolu. Même si Félix Tshisekedi pouvait continuer à garder 60% de ses revendications, il accepterait seulement que ce qui est donné, les 40%, puisse être un acquis pour lui. Ça pourra faire progresser la paix à l'Est. Ce conflit peut être résolu à 60-40. Si Tshisekedi a la volonté, nous pouvons mettre fin à cela. Il garde 60, je prends 40. Un cessez-le-feu immédiat. Et nous allons engager des pourparlers pour terminer dans moins de 48 heures. Aïe, aïe, aïe. La question liée au FDLR, pour le président Kagame, il minimise ça, c'est pas nécessaire. J'ai juste résumé son idée, c'est de ça qu'il s'agit. Il est soutenu par certains milieux mafieux, dangereux et tout ça, qui ne vont rien changer au Congo. Ils ont tenté plusieurs fois à neutraliser le président congolais. Ça n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas toujours la même recette qui doit revenir. Cette fois-ci, ça a échoué. Kagame ne peut plus gagner la guerre contre Félix Tshisekedi. Il vient de faire les aveux aujourd'hui. Si ces militaires me suivent, c'est le moment de pouvoir chasser Kagame du pouvoir, lui faire un coup d'État. Il vient de vous trahir, il vient de vous dire clairement qu'il n'est plus capable de pouvoir défendre la vision qu'il vous a toujours dit que nous allons prendre les Congo, nous allons faire ceci. Il est incapable. Il a échoué devant un civil. Tu sais qu'il n'a jamais été sur le champ de bataille. Il n'a jamais été militaire. Kagame qui est militaire, qui connaît tout, a été défait par un civil. Les militaires rwandais doivent se révolter, doivent prendre, comme il est à l'étranger là, vous prenez le contrôle de tous les pays. Comme c'est au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Vous prenez le pouvoir, encouragez, prenez les choses et vous interdisez à Kagame qui deviendra l'ancien président. Donc vous continuerez, si vous continuez avec lui, vous allez souffrir parce qu'il n'y a plus rien pour vous. Le Rwanda est aux oubliettes. Les États-Unis est la seule nation qui avait donné au Rwanda de la valeur.
et ainsi tous les autres alliés des États-Unis, de l'Europe, tout ça, du Moyen-Orient, avaient soutenu cette position américaine pour soutenir le Rwanda. Aujourd'hui que les États-Unis se retirent du Rwanda, l'ambassade fermée, l'ambassadeur parti, les chargés de mission partis, les centres culturels fermés, le pays placé en mode orange, un pays à haut risque, les touristes ne viennent plus. Ce pays-là est abandonné. Le code SWIFT ne fonctionne plus. Les officiers ne peuvent plus avoir des visas. Ce pays-là n'existe plus. Ce pays-là existe des noms. Mais sur le plan international, la reconnaissance internationale commence avec les États-Unis. Si l'Amérique vous reconnaît, l'Amérique vous soutient, tous les autres pays ici dans l'hypocrisie vont vous suivre. Si l'Amérique vous combat, vous cloue, tous, personne ne pourra entrer dans ton cas. Personne ne pourra te défendre. Kagame est seul. Il ne sait plus aller faire la guerre ou influencer l'émir du Qatar, ainsi de suite. Il revient en tant qu'humain, il a compris. Pas parce qu'il ne connaissait pas, c'est une façon seulement d'exprimer sa déception, son échec devant ses adeptes. Pour dire non, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, voilà, j'ai tant, cette fois-là, la main tendue par Félix Tshisekedi. Je lui tends la main, je lui demande d'accepter 40% de mes exigences, il garde le 60%. En d'autres termes, les Kivu, s'il a refusé de me donner tout, qu'il me laisse les Massissi, les Rutshuru et Nyiragongo, le Nord Kivu. Je laisse le Sud Kivu, je laisse Walikale, Kisangani, tout ça, j'abandonne. Je prends cette partie-là. L'intégration du M23 dans l'armée, Kagame a dit ça peut être enlevé. Tous ces militaires vont devenir des agents agricoles au Rwanda. Donc, toutes ces histoires qui étaient les désaccords entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais à travers les M23, Kagame est en train de donner des pistes de solutions. Les militaires qui sont au nord Kivu, sur Kivu, vous deviendrez des agriculteurs. On va vous donner une machette. Oui, donc s'il y a à se révolter, c'est maintenant. Je ne sais pas Nanga s'il attend qu'on va lui donner quoi. Je ne sais pas. L'aventure là s'est arrêtée. C'est fini, il n'y a plus rien. Kagame demande à Tshisekedi de donner 40% des exigences. 60%, ça va. Que le FDLR reste au Congo, c'est plus un problème. Donc, l'homme est fini. Lunteka. Vous avez entendu, hein? Félix ne donnera rien. Monsieur le Président, ne donnez rien. Kagame, il avait besoin de la guerre, il avait dit que lui est expert en guerre, qu'il aille faire la guerre. On n'a rien à foutre avec ces propositions. Ce sont des propositions nulles et de nullité absolue. On n'a rien à foutre là-dedans. Nous voulons la paix. Il se retire selon 28-08, selon 27-73. L'État puisse l'appuyer avec tout pour que cette année, que le monde apprenne à travers le football qu'il y a un pays qui existe, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Notre participation sera une première, bon, une deuxième, mais ce sera vraiment une révélation, voilà, c'est ça le terme que je voulais, une révélation au monde. Quand nous allons nous comporter comme on le fait souvent, le soutien que nous apportons souvent, l'ambiance et tous les à côté, Lumumba et tout ça, les joueurs sur terrain, les joueurs qui surprennent toujours. Quand vous vous attendez le moins, ils vous surprennent avec une victoire. Donc, nous avons quelque chose qui pourra vraiment donner la joie à tous ceux qui aiment les ballons ronds. Voilà. Et nous demandons vraiment que le gouvernement congolais donne les moyens nécessaires à Didier Boudjimbo pour que rien ne puisse justifier une contre-performance, mais que nous puissions être au top de notre succès et de notre participation. Voilà. Du reste, nous souhaitons une très bonne chance au président Véron
Mosengo, je l'appelle président parce que c'est lui qui sera président de la FECOFA. Il y a 9 candidats, mais quand vous regardez la liste de tous ces 9 candidats, vous n'avez qu'un seul, Mosengo Véron Omba, qui remplit toutes les qualités, qui remplit les critères d'un vrai manager de la Fédération congolaise de football qu'on appelle affectueusement FECOFA. FECOFA, c'est le nom de notre fédération qui était entre les mains de constamment pendant plusieurs décennies. Mais là, nous avons vraiment un homme qui maîtrise les rouages du football international, qui pourra être utile à la RDC, surtout en ce moment où le pays a perdu beaucoup d'années d'inactivité dans beaucoup de compétitions au niveau africain, l'INAFOOT qui n'était plus organisé et beaucoup d'autres championnats au niveau national. Avec Véron Mosengo, je crois que c'est le renouveau, c'est la renaissance avec une vision claire, une vision d'un football moderne, pas de bricolage, pas de politisation du football, mais vraiment un apport positif, largement compétitif à tous les autres qui trouvent que dans... OK. Ceux qui disent qu'il n'y a pas les sons peuvent mettre la main en l'air. Ceux qui disent qu'il y a les sons, ceux qui disent qu'il n'y a pas les sons, qu'ils fassent comme ça. Qu'il n'y a pas les sons. Très loin dans cette campagne de 2026 de la FIFA. Et en même temps, Véron Mosengo, c'est le prochain président de la FECOFA, notre fédération congolaise de football. Véron Mosengo, c'est un homme expérimenté, un homme qui a une vision claire du football congolais, un homme qui a l'expérience, qui connaît les rouages du football international, qui pourra être d'une grande utilité en tant que manager général, en tant que président de cette structure de notre pays. Nous ne voulons pas de tâtonnements, nous ne voulons pas, parce qu'il y a un joueur qui a joué comme Nonda ou Makokula ou les autres, parce que Eto'o était déjà dans son pays au Cameroun, mais quel est l'apport de Eto'o, Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT? Le Cameroun est éliminé, donc il ne faut pas seulement voir parce qu'il a été joueur, non. Les facteurs de gestion management, ça compte. Et Véron Mosengo, c'est l'homme qui mérite aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais nous avons la chance d'avoir un homme qui était secrétaire général de la CAF, donc la Confédération africaine de football, jusqu'il y a, je crois, 1 semaine ou 2 semaines où il a démissionné. C'est lui qui a organisé la dernière CAN. Il a travaillé à la FIFA. C'est l'ami personnel du président Infantino de la FIFA. Ils ont étudié ensemble. Donc, il connaît ce qu'il faut pour qu'un foot puisse décoller. Nous ne voulons pas, pour l'histoire des Congolais là, où l'influence, oh non, la géopolitique, il faut équilibrer. Il n'y a rien dans la matière de football. Quand vous amenez la politique dedans, vous tuez le football. Nous voulons vraiment qu'ils sachent qu'il y a un candidat qu'il faut soutenir, il faut élire, c'est Véron Mosengo. Si nous prenons un autre candidat, ça sera une catastrophe, je vous le dis. Nous travaillons avec le président Tshisekedi, nous travaillons pour la RDC. Le président Tshisekedi a une vision globale du pays. Et nous tous, nous apportons notre soutien à sa politique-là. Même dans le domaine du football, nous avons besoin de quelqu'un comme Véron Mosengo qui pourra aider le chef de l'État à
bien structuré, tous les championnats, toutes les compétitions, toute l'organisation du ballon rond en RDC. Je pense que c'est très nécessaire que vous puissiez connaître son nom. Il s'appelle Véron Mosengo Omba. Alors, chers amis, la Belgique qui souffle le chaud et le froid continue à agacer dans sa mauvaise politique de vouloir manger des deux côtés, manger l'argent du politique Kanambe, faire des déclarations, manger l'argent des gouvernements congolais en disant non, nous vous soutenons, nous allons plaider pour votre dossier au niveau de l'Union européenne. Oui, toutes ces nations-là sont des nations pauvres qui vivent des fois du lobbying. Ne vous en faites pas. C'est à un certain niveau, on comprend comment ces choses-là fonctionnent. Ils viennent prendre l'argent, ils viennent faire ceci. Alors, la Belgique m'a énervé un peu ce soir. Écoutez ce qu'ils disent. Mais heureusement que c'est la Belgique, ce n'est pas la RDC. Ils disent c'est le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Il dit ceci. La position de la Belgique reste claire et cohérente. Il n'existe pas de solution militaire au conflit dans l'Est de la RDC. La seule voie viable et durable est une solution politique fondée sur le dialogue et la négociation d'une paix inclusive et durable. Il n'y a pas une solution militaire pour la Belgique. Il faut dialoguer, il faut faire des concessions. Kabila rentre dans le jeu en 2028, qu'il soit candidat. Tshisekedi doit quitter le pouvoir en 2028. Cholet va organiser les élections. Ambongo sera président de la Cour constitutionnelle. Bien Chanda, bien Mbongo. Heureusement que c'est la Belgique, ce n'est pas la RDC. Donc on s'en fout de la politique de la position de la Belgique. Vous ne connaissez pas Tshisekedi. Il a affaibli tous ses adversaires. Aujourd'hui, ils sont tous à genoux. Ils le savent. Même cette Belgique qui continue à ouvrir la bouche là. Si on ferme que SN là ne vienne plus au Congo, ils vont pleurer. Ils ont encore quelques compagnies viables. Vous, quand vous regardez la Belgique, ils ont quoi? En dehors du fait qu'ils sont la capitale de l'Union européenne, ils ont quoi chez eux? C'est des nations qui vont se désintégrer, disparaître comme ça, ou tous ces bâtiments que vous voyez en Belgique là commencent à s'effondrer. Oui, oui. Déjà, ils ont un problème, ils n'ont plus d'enfants, la population est vieillissante, et la charge sociale est devenue très coûteuse parce qu'il faut prendre en charge tous ces vieillards-là qui sont malades. Ils n'ont pas mis au monde beaucoup d'enfants. Et la société qui devait produire, c'est la société jeune qui devait travailler maintenant pour nourrir et soigner tous ces vieillards-là. Parce que ces vieillards-là étaient hier jeunes. Ils ont fait ça pour leurs papas, leurs grands-parents. Mais aujourd'hui, malheureusement pour eux, à leur tour, ils n'ont pas suffisamment de jeunes. Ils n'ont pas mis au monde suffisamment d'enfants pour que ces enfants-là, qui varient entre 20 et 40 ans, travaillent aussi durement dans leur société pour que l'argent puisse servir aux vieillards de vivre pendant quelques années. Ça devient très compliqué. Plusieurs villages en Belgique ont disparu. C'est nostalgique. Les gens roulent 45 minutes sans voir quelqu'un sur la route, sans voir un village, parce que beaucoup de villages sont abandonnés. Les jeunes sont allés vivre en ville. Beaucoup ont quitté, sont allés à New York, sont allés à Macao, à Hong Kong, ils sont à Dubaï, ils sont au Singapour. Beaucoup de jeunes européens ont quitté leur pays, ils sont partis. Pendant qu'en Afrique, nous on fait le contraire. On augmente le nombre de la population jeune. Les enfants de 15 ans, 16 ans ont leurs enfants déjà. Quand Dieu veut arranger les choses. Demain,
tous vos enfants là seront des esclaves des Noirs. Attendez. Quand nous serons en surnombre, même dans vos pays là, c'est nous qui serons président de la République, maire de la ville, gouverneur, président du Sénat. Ça sera nous. Le monde entier, vous savez, non? Oh, oui. Même en Asie, la Chine avait adopté la politique d'un seul enfant par famille. Aujourd'hui, eux-mêmes ont levé cette restriction-là. Aujourd'hui, un parent chinois peut avoir autant d'enfants qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le taux de natalité a baissé, pendant que le taux de mortalité a augmenté. Les jeunes chinois, sud-coréens, japonais, ces trois pays-là, beaucoup de jeunes de ces pays ne se marient pas, ne se marient plus. Voilà le terme. Faites vos recherches, vous allez voir ce que je dis. Beaucoup sont devenus des lesbiennes, des homosexuels. Beaucoup vivent leur vie de célibataire sans s'inquiéter d'avoir un enfant, tout ça. Le soir, vous les trouvez dans les grandes villes qu'on appelle downtown. Ils sont toujours avec leurs chiens ou avec leurs écouteurs. Ils vous disent qu'ils marchent. Vous regardez même la personne qui marche, un maigrichon comme ça. Donc, ils ont créé leur monde, une façon d'étudier, de vivre. Pour le matin, il se réveille, il se lave, il va au travail, le soir, il est avec des amis dans un bistrot, au restaurant quelque part, il rentre vers 18h, il va marcher, il se met au téléphone, il commence à voir des choses bizarres dans son téléphone, il dort le lendemain, il ne veut pas être contrôlé par une femme ou il ne veut pas être contrôlé par un homme. Ils vivent leur vie librement pendant les années et ils ne mettent plus au monde. La conséquence, c'est que toutes ces nations sont en train de vieillir. Tu marches comme ça, tu es au Japon, tu regardes. Tout le monde est vieux. Tu es dans les aéroports, tu regardes les gens qui voyagent, de vieux. Tu ne vois plus de familles, papa, maman et les enfants en train de voyager. Il n'y en a plus. Voilà la société qui est en train d'arriver. Pendant ce temps-là, en Afrique, nous, on pompe. Personne. Il n'a même pas de travail. Hein. Il a déjà 4 enfants. Quel âge? Un garçon de 23 ans. Avec une fille de 19 ans. Ils ont déjà 3 ans. Il n'a pas un travail, il a sa moto. Bon, c'est un travail aussi. Ah non, mais c'est pas facile. Hein? Dieu est en train de nous repositionner au centre. C'est nous qui avons commencé le monde. Nous serons les derniers à disparaître parce que toutes les races vont disparaître. Ils sont dans cette logique. Quand ils se sont rendus compte qu'un enfant, ça va poser un problème, ils ont des grandes villes qui sont en train de rester vides. Tous ces immeubles que vous voyez dans les grandes villes-là, que ça ne vous fasse pas peur. Nous voyageons beaucoup, nous voyageons partout. Je suis déjà allé dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes. Les immeubles que vous voyez là, vous pouvez voir un immeuble de 60 étages. Les 20 derniers étages là sont vides. Il n'y a pas de gens. Ça embellit la ville, c'est beau, les gens prennent des photos, oui, mais c'est des immeubles qui sont vides. Des hôtels qui passent des moments difficiles vides. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Oh, la pauvre Belgique. Donc, apprenez à vous occuper de votre quotidien, de votre roi, de votre reine, de leur prince, de leur neveu, nièce, hein, la cour royale, là. C'est un peu de vous occuper là-bas. L'affaire du Congo, de Katumbila, Hippolyte Kanambe, Kagame, laissez ça. Les Congolais savent comment gérer. Ils ont un président qui est très doué. Un vrai dribbleur. Il a dribblé tout le monde depuis le début. Il pensait que c'est lui qu'on dribblait. Il les a tous dribblés. Ils sont en train de regarder de loin. Je dis, ah, ce gars ici, oui. C'est légal. Tout droit. Le changement de la Constitution. Nous changeons la Constitution là cette année. Et d'ailleurs, Mbata a déjà donné le prélude de comment les choses vont se passer. On va déposer tout ça, ce que nous avons comme volonté à exprimer dans la Constitution. Ça va être rassemblé
traité par une commission et ainsi nous aurons une nouvelle constitution. Ça, ne vous en faites pas, chers amis. Ils peuvent menacer même de prendre Kinshasa. Ils n'y arriveront pas. Ils pensent toujours être intelligents jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont bêtes. En passant, le patron de Blackwater, Eric Prince, que je salue, en passant, était à Kinshasa ce week-end. Il est venu régler une affaire très vite là. Eric Prince, un grand partenaire d'Israël. Vous avez vu le chef de la Mossad, n'est-ce pas? Vous avez vu le président israélien, n'est-ce pas, au Congo. Eric Prince n'est pas atterri au hasard au Congo. Eric Prince ne maîtrise pas l'affaire de l'Est du Congo au hasard. C'est un homme qui est dedans. Donc, la guerre à l'Est, c'est une question qui était déjà réglée, mais le chef de l'État, il a une vision que Dieu lui a donnée, comment les choses sont en train d'évoluer. Ce que je peux vous dire est que nous avons connu beaucoup de déboires ces derniers temps. Kagame croyait que c'était une façon de relancer sa rébellion et tout ça. Ils n'ont pas compris comment Eric Prince est venu, le week-end passé, il est parti. Et sur le terrain, les choses se compliquent. Kagame commence encore à pleurer. Non. Eric Prince travaille avec Donald Trump. Il travaille avec le Pentagone. Il a plein de contrats avec les pays du Golfe. Je vous ai déjà expliqué ça. Ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un grand contractant. C'est un homme qui maîtrise bien ce domaine-là. Vous voyez la France de Macron, il parle encore. Est-ce que son soutien est encore capable de pouvoir amener Nanga à Kinshasa? Parce qu'ils avaient tous dit que Goma et Bukavu sont tombés en l'espace d'un mois et que 6 mois plus tard, là on est en février, 6 mois plus tard, ça va être en juillet ou bien août, ils seront à Kinshasa. Depuis qu'ils ont dit ça, ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés, même à Walikale? Si ils sont forts militairement, Kagame dit qu'il ne va pas quitter le Congo, ces mesures défensives vont rester au Congo. Des mesures défensives qui ne sont pas vraies, qui sont juste une présence militaire sur le territoire congolais pour piller les minerais. Combien de temps il compte rester encore là? Kagame, un matin, il ne va jamais se réveiller. Ça sera fini. Nous savons que les bénéficiaires de ce chaos à l'Est tentent d'encourager Kagame à rester dans cette logique. Kagame se rend compte que lui sera perdant parce qu'il risque d'être tué. Pour des gens qui sont en train de bénéficier de ce qui est dans les sous-sols congolais. C'est pourquoi il a décidé de parler, de dire voilà, c'est tel pays. C'est eux qui profitent. Moi, je suis sur la liste là, peut-être les derniers. Comment tous les problèmes tombent sur moi. Mais ceux qui profitent de ça, c'est d'autres personnes. C'est ça le vrai problème. Kagame, je vous ai toujours dit que Kagame n'est pas capable de nous faire la guerre. Comment nous ne pouvons pas comprendre ça? Kagame va trouver l'argent pour faire la guerre. Même s'il a fait 30 ans au Congo, l'argent qu'il a là, ce n'est pas l'argent qu'on fait la guerre avec. Pour faire la guerre, il faut l'argent. Nous résistons parce que nous sommes un pays. Nous avons un budget. L'armée congolaise a un budget maintenant qui est à 30%. Non, attendez. On est à combien? Non, à 10%, je crois. Ou 20%, quelque chose comme ça. Oui. Si vous avez un budget de 22 milliards et que l'armée prend à peu près 5 milliards, nous sommes à 22%, quelque chose comme ça, c'est très grand.
Nous, nous pouvons tenir parce que nous avons l'argent. Le Rwanda n'a pas l'argent. Nourrir 10 000 hommes par jour, acheter les munitions pour tous ces hommes, les uniformes, les bottes, et tout, les transports de matériel, les transports de troupes, c'est énorme. Les carburants, c'est énorme. Le Rwanda ne peut pas faire la guerre. J'ai toujours expliqué ça. Il faut qu'on frappe dur le Rwanda pour qu'on voie les gens qui sont derrière. Et le président Tshisekedi sait qui sont derrière. On voit des fois, bon, pourquoi il n'accepte pas, pourquoi ils n'ont pas tel, pourquoi ils n'ont pas fait ceci. Lui, il connaît beaucoup. Parce qu'on vient de dire, regardez derrière cette réalité, monsieur le président. Si tu frappes là-bas, voilà ce qui va se passer. Celui qui est ton allié maintenant là, va se tourner contre toi. C'est vrai, oui, mais c'est lui qui est actionnaire majoritaire dans telle chose. Comment ça, oui? Donc, si vous voulez frapper là-bas parce que vous voulez obéir au peuple, faire le buzz, c'est pas grave, frapper, mais vous verrez que vous avez frappé celui qui soutient votre pouvoir. Là, le président se gratte un peu la tête. Mais on fait comment? Oui, c'est que ça fait mal. Surtout que le peuple attend un résultat, mais que vous ne pouvez pas avoir la possibilité de faire quelque chose. Si j'étais à votre place, je me sentirais aussi trop gêné. Là, c'est quelqu'un qui vient vous dire parce qu'il veut la guerre que vous voyez là. C'est beaucoup de choses. Comment vous pouvez expliquer 30 ans, les gens sont là. Ils créent chaque fois les guerres. On a vu les guerres à la télévision. Le même qui est avec le gouvernement. C'est le même qui prend l'hélicoptère qui va dans les camps adverses des rebelles, il va leur donner les armes. Là-bas, ils récupèrent les diamants qu'ils ont. Ils partent. La même personne est de deux côtés. On a vu ça dernièrement, je crois, au Burkina Faso ou au Mali. Donc, le Français qui vient du côté gouvernement, soi-disant, il est journaliste, il est ceci. C'est le même Français qu'on retrouve, on prend des photos, on trouve que c'est lui qui est avec les djihadistes dans le désert en train de donner les armes. Mais comment ça? Oui, mais c'est comme ça. Il y a trop de choses bizarres. Les gens qui sont derrière Kagame ne se montrent pas, ils se cachent. Kagame a dit non, à cette allure, Trump va finir par me trancher la gorge. Je dois dire qu'ils sont en train de bénéficier de tout ça. Quand il dit je suis peut-être centième sur la liste, c'est-à-dire il reconnaît qu'il est au Congo, c'est lui qui est en train de faire ça. Mais il dit oui, mais malgré ça, ce n'est pas moi qui bénéficie de ces minéraux. Il y a des gens qui bénéficient. Donc, les gens me demandent, mais Eric Prince, maintenant on ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est? Eric Prince est là. Il est là. Il était là. Il est parti. Voilà. Nous pensons